Comment un conseiller économique peut-il annoncer une croissance à 4%, se tromper de plus de la moitié et appeler ça une victoire devant les caméras? Vendredi dernier, Kevin Hassett, le conseiller économique de la Maison-Blanche, s'est assis face à Maria Bartiromo sur Fox Business. Il savait ce qu'il attendait. Le département du commerce venait de publier le chiffre de croissance du deuxième trimestre 2026. Et ce chiffre, ce n'était pas les 4% qu'il avait promis à cette même journaliste sur ce même plateau, quelques semaines plus tôt. Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, avait même parlé de 6%. Le chiffre réel, c'était 1,5%, pas 4%. Pas 6, 5%. Et ce n'est pas fini. Le même jour, Donald Trump publiait un message défendant publiquement un dispositif qui le protège personnellement, lui, contre tout audit fiscal fédéral à vie. 2 sénateurs républicains, pas des figures de l'opposition, 2 membres de son propre camp, viennent de bloquer la confirmation de son candidat au ministère de la Justice pour cette raison précise. Vous avez bien entendu. Ce n'est pas un problème que les démocrates ont inventé cette semaine, c'est un problème que des sénateurs républicains ont jugé assez grave pour risquer la colère de Trump lui-même. Alors non, ce vendredi-là n'était pas juste une mauvaise journée pour l'économie américaine. Ce vendredi-là, 2 fils séparés du même problème se sont retrouvés exposés en même temps. La promesse économique qui s'effondre et la protection personnelle que Trump refuse d'abandonner, même quand son propre parti la lui demande par écrit. On va prendre les 2 dans l'ordre, parce que chacun séparément raconte déjà quelque chose de gênant. Ensemble, ils dessinent une structure bien plus large. Un dernier point avant de commencer, parce qu'il compte. Tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo vient de sources vérifiables. Les chiffres du Bureau of Economic Analysis, des interviews diffusées publiquement sur Fox Business et des reportages de médias comme le Washington Post ou Fox News eux-mêmes sur la bataille de confirmation au Sénat. Quand un point reste flou ou non confirmé, je vous le dis clairement, pas de raccourci ici. Revenons à Kevin Hassett. Cet été, sur ce même plateau, il avait dit à Maria Bartiromo qu'il attendait 4% de croissance pour le second semestre 2026. Ce n'était pas une estimation prudente lancée en passant. C'était un chiffre répété, assumé, utilisé pour vendre l'idée que la politique économique de Trump, les tarifs douaniers, les baisses d'impôts, la dérégulation, produisaient des résultats spectaculaires. Howard Lutnick, de son côté, avait carrément évoqué 6%, 2 membres du cabinet, 2 chiffres différents, mais un seul message, ça va exploser, faites-nous confiance. Sauf que non, le chiffre publié vendredi, c'est 5%. Les économistes interrogés par Reuters et FactSet, avant l'annonce, tablaient sur environ 2%. Même la version prudente du marché était plus haute que le chiffre réel. Et voilà où ça devient intéressant. Face à cet écart énorme entre la promesse et la réalité, qu'est-ce que Hassett a fait? Il n'a pas reconnu l'erreur, il a changé de dictionnaire. Regardez bien ça. Sur le plateau, quand Bartiromo lui rappelle sa propre promesse de 4%, Hassett répond, en substance, que le vrai chiffre est quand même 4%, parce que la demande intérieure, ce qu'il appelle les ventes finales, a progressé de 9%. Le chiffre officiel de croissance, dit-il, a été tiré vers le bas par les importations massives de biens d'équipement, parce que les entreprises américaines construisent des usines si vite qu'elles doivent importer les machines pour les équiper. Donc, en clair, le vrai chiffre, c'est celui qu'il avait annoncé, et le chiffre officiel n'est qu'un artefact comptable. Soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce qu'il en a un, et il faut lui reconnaître une vraie cohérence. Techniquement, une explosion des importations de biens d'équipement peut effectivement faire mécaniquement baisser le chiffre de croissance du PIB, même quand l'économie sous-jacente reste solide, parce que les importations sont soustraites du calcul. Et la demande intérieure à 9%, si le chiffre est exact, est un signal réel, pas inventé. Un investissement massif dans de nouvelles usines n'est pas non plus un mensonge. Ça peut être un vrai pari sur l'avenir industriel du pays. C'est pas rien comme argument. Mais voilà le problème. C'est pas ce que Hassett avait promis. Il n'avait pas dit la demande intérieure sera à 4%, mais le chiffre global de croissance sera plus bas à cause des importations. Il avait dit la croissance sera à 4%, point, devant les caméras, devant l'électorat, sans nuance méthodologique. Et quand le chiffre réel tombe à 1,5%, soit 3 fois moins que promis dans sa version la plus généreuse, il ne dit pas « je me suis trompé ». Il dit en fait « j'avais raison, regardez ce chiffre-là plus tôt ».
C'est exactement le mouvement classique du bonimenteur. On choisit après coup la statistique qui confirme la promesse initiale, plutôt que d'admettre que la promesse initiale portait sur la mauvaise statistique. Et le marché obligataire, lui, n'a pas acheté l'explication. Les rendements ont grimpé après la publication, signe que les investisseurs, eux, lisent ce chiffre comme un vrai signal de ralentissement, pas comme un artefact comptable. C'est là que le tableau change encore, parce que Bartiromo, pour lui rendre justice, ne l'a pas laissé filer si facilement. Elle lui a demandé directement « Quel est le plus grand risque économique pour le reste de 2026 ? L'inflation, les pénuries de main-d'œuvre, le déficit ?» Et la réponse de Hassett, c'est peut être la phrase la plus révélatrice de toute cette interview. Il a répondu que le plus grand risque économique, ce n'est ni l'inflation, ni le déficit, ni les taux. C'est une victoire démocrate aux élections de mi-mandat. Il a littéralement parlé d'un risque de prise de contrôle communiste des États-Unis si les démocrates gagnent la Chambre. Vous trouvez ça normal qu'un conseiller économique officiel de la Maison-Blanche désigne comme premier risque pour l'économie américaine non pas un indicateur économique, mais le résultat d'une élection démocratique ? Attendez. Voilà exactement le schéma que les escrocs, les vrais, répètent depuis toujours. D'abord, on promet un résultat spectaculaire pour bientôt, 2025, puis le premier trimestre 2026, puis le deuxième. Et quand le temps s'épuise sans que les chiffres viennent, il faut un coupable. Pas eux, jamais eux. On prépare donc le terrain d'avance. Si l'économie s'effondre, ce sera la faute des démocrates qui arriveront après. Vous voyez le mécanisme ? Le conseiller économique de Trump n'attend même pas leur victoire pour leur attribuer par avance un échec qui, à ce stade, appartient déjà entièrement à l'équipe au pouvoir. Et ce qui devrait vraiment vous inquiéter, ce n'est pas seulement la pirouette rhétorique de Hassett. C'est qui, concrètement, absorbe le choc de cette croissance manquée. Pas Hassett. Pas Zlotnik. Pas Trump, qui continue d'engranger des revenus personnels colossaux via ses affaires familiales pendant que l'économie qu'il dirige tous. Non. Les agriculteurs américains. Pendant cette même interview, Hassett a été interrogé sur les faillites agricoles en série, sur les agriculteurs frappés par les tarifs douaniers de Trump qui ont fermé des marchés d'exportation entiers, par la hausse des coûts d'intrants et maintenant par la flambée du prix des engrais, directement liée aux conséquences de la guerre en Iran et à la fermeture partielle du détroit d'Ormuz. Sa réponse, ils ont eu des coups durs, some tough break, c'est tout. Un haussement d'épaule poli pour des familles qui perdent des fermes transmises depuis 3 générations. Ce n'est pas un accident de communication, c'est une méthode. Ce sont eux, Trump et son administration, qui ont allumé l'incendie tarifaire. Ce sont eux qui ont laissé la guerre en Iran perturber les routes commerciales et faire grimper le prix des engrais. Et c'est Hassett qui vient ensuite désigner la mauvaise récolte au Brésil, comme si Washington n'y était pour rien. Les pompiers, ici, ce sont eux qui ont allumé le feu, puis sont revenus se faire filmer devant les cendres avec un air désolé. Et ce premier film n'est encore rien comparé à ce qui suit. Pendant que Hassett défendait sa croissance fantôme à la télévision, Donald Trump défendait publiquement sur son réseau social un tout autre dossier, un dossier qui le touche, cette fois, directement et personnellement. Ça s'appelle, dans la bouche de certains sénateurs républicains, le Slush Fund, un fonds d'environ 8 milliards de dollars, né d'un règlement entre l'administration Trump et le fisc américain, l'IRS. Officiellement, ce fonds doit indemniser des proches de Trump qui affirment avoir été injustement ciblés par des enquêtes sous l'administration Biden. Mais voici le détail qui change tout. Ce règlement inclut aussi, selon plusieurs sources concordantes citées par la presse américaine, une clause qui protège Trump lui-même. Elle bloque, à titre permanent, toute possibilité pour le gouvernement fédéral de l'auditer pour fraude ou évasion fiscale, une immunité à vie obtenue via un règlement lié à une plainte que Trump avait déposée contre le gouvernement fédéral réclamant 10 milliards de dollars. D'après les critiques citées dans la presse, cette plainte était juridiquement prescrite, hors délai légal, et même sans ça, le plafond réel de dommages applicables tournait autour de 1000 dollars, pas 10 milliards, 1000 dollars. Petit détail important, dans son message public, Trump affirme qu'il a renoncé au paiement pour lui-même. Sauf que non. Ce qu'il a réellement fait, c'est troquer un chèque visible contre une immunité fiscale à vie bien plus précieuse sur la durée que n'importe quel versement ponctuel. Ce qui m'inquiète, franchement, ce n'est pas seulement l'existence de cette clause, c'est la réaction de 2 sénateurs républicains, John Cornyn du Texas
et Tom Tillis, de Caroline du Nord, ont refusé de confirmer Todd Blanche, l'homme désigné par Trump pour un poste clé au ministère de la Justice, tant que la Maison-Blanche ne mettrait pas par écrit que ce fonds et cette immunité sont définitivement abandonnés. Ils ne demandaient pas une révolution, ils demandaient 3 phrases signées. Trump a refusé, purement et simplement. Sur son réseau social, il a défendu le fonds sans ambiguïté, il a qualifié les bénéficiaires visés de patriotes américains traqués comme des chiens par l'administration précédente et laissé entendre que Cornyn, qui n'aurait jamais eu de problème avec ce fonds avant la primaire sénatoriale du Texas, agit désormais par calcul politique plutôt que par principe. Regardez bien ce qui se passe là. Un président refuse de mettre par écrit qu'il renonce à une protection contre les audits fiscaux et il présente ce refus comme un acte de loyauté envers des victimes. C'est pas de la loyauté. C'est un chantage inversé. Faites-moi confiance sur parole, venant précisément de l'homme dont les sénateurs de son propre camp disent explicitement ne plus pouvoir se fier à la parole. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste une dispute interne au Parti républicain. C'est réglé, non? Sauf que non. La vraie question, c'est pas de savoir si Cornyn et Tillis ont raison sur les détails techniques du fond. C'est pourquoi un président en exercice a-t-il besoin, en 2026, d'une clause qui l'immunise personnellement à vie contre tout audit fiscal fédéral. Qu'est-ce qu'on protège exactement si tout était en règle? Ce que Cornyn et Tillis ont fait, en réalité, c'est appliquer à leur propre président un test simple. Si vous êtes innocent, mettez-le par écrit. Trump a eu l'occasion la plus facile du monde de calmer le jeu, 3 phrases, un candidat confirmé sans friction, et il a préféré bloquer sa propre nomination plutôt que d'abandonner cette protection. Voilà le fil conducteur entre les 2 histoires de cette vidéo. D'un côté, un conseiller économique qui refuse d'admettre une promesse ratée et prépare déjà le bouc émissaire de demain. De l'autre, un président qui refuse d'admettre qu'une clause d'immunité personnelle pose problème, quitte à saboter la nomination de son propre ministre de la Justice. Dans les 2 cas, le réflexe est identique. Ne jamais reconnaître l'écart entre la version officielle et la réalité documentée. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire, parce que pendant que Washington se déchire sur des chiffres de croissance et des clauses fiscales, la même administration alimente à l'étranger une autre crise qui sert exactement le même objectif politique intérieur. Cette même semaine, des dizaines de milliers de personnes ont franchi la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Selon le ministère espagnol de l'Intérieur, environ 37 500 personnes entrées irrégulièrement ont déjà été reconduites au Maroc. Le président de Ceuta a demandé à Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, de déclarer l'état d'urgence national. Madrid a refusé. Sánchez s'est rendu sur place et a accusé des réseaux de passeurs d'avoir orchestré ces traversées l'Espagne, parle même, selon plusieurs médias, de chantage marocain. Et devinez qui a immédiatement récupéré cette crise pour en faire un argument électoral à des milliers de kilomètres de là. La Maison-Blanche a qualifié la situation de terrible et l'a utilisée pour illustrer un discours anti-immigration destiné en réalité à l'électorat américain, pas espagnol. Quelques semaines plus tôt, déjà, Trump avait publiquement critiqué l'Espagne pour ne pas assez dépenser pour l'OTAN, la qualifiant de mauvais membre de l'Alliance, avec une allusion à peine voilée aux anciennes colonies espagnoles perdues comme Cuba ou les Philippines. C'est pas une coïncidence isolée, c'est un schéma déjà documenté ailleurs, instrumentaliser une crise migratoire étrangère pour justifier, en interne, un discours de peur électorale. Il faut savoir que même l'Union européenne a précisé qu'aucun mouvement migratoire significatif vers le continent européen n'avait été enregistré au-delà de Ceuta elle-même, un détail que la version amplifiée aux États-Unis a soigneusement laissé de côté. Ce sentiment que vous aviez, que la croissance annoncée par Asset sonnait creux dès le départ, il était juste. Les chiffres du marché obligataire, la réaction des économistes interrogés avant même la publication officielle, tout pointait déjà vers un écart entre la promesse et la réalité. Il y a un deuxième fil, presque invisible, mais tout aussi révélateur. Pendant que Trump refuse par écrit d'abandonner son immunité fiscale, il refuse aussi de tenir une autre promesse. Il avait indiqué qu'il autoriserait la production de missiles intercepteurs Patriot pour l'Ukraine. Il est revenu là, dessus, jugeant cette option peu probable. Volodymyr Zelensky lui aurait aussi demandé d'intervenir auprès d'Elon Musk pour permettre l'usage du réseau Starlink dans le guidage de frappes ukrainiennes contre des lanceurs de missiles balistiques russes. Trump ne s'est engagé sur rien
un rappel que chaque promesse non tenue de Washington a un coût qui dépasse les frontières américaines. Le vrai problème commence ici, en fait. Ce qu'on observe ce vendredi-là n'est pas une accumulation de mauvaises nouvelles indépendantes. C'est une seule et même logique qui se répète sur 3 terrains. L'économie intérieure, la protection fiscale de Trump et les engagements internationaux. Dans les 3 cas, la promesse publique et la réalité documentée divergent nettement. Et dans les 3 cas, la réponse n'est jamais « nous avons eu tort ». Ce que je sentais depuis le début sur ce point-là, c'était vrai, et c'est même pire que ça. Le vrai scandale ici, ce n'est pas simplement qu'un conseiller économique se soit trompé de plus de la moitié sur une prévision de croissance. Des économistes se trompent, ça arrive. Le vrai scandale, c'est la structure qui empêche l'erreur de coûter à ceux qui l'ont commise. Assad garde son poste, Trump garde son immunité fiscale. Et ce sont les agriculteurs qui perdent leurs fermes, les contribuables qui financent un fonds de 8 milliards de dollars, et des alliés comme l'Ukraine ou l'Espagne qui absorbent, chacun à leur façon, le prix des promesses non tenues. Revenez avec moi à la question du départ. Comment un conseiller économique peut-il se tromper de plus de la moitié et appeler ça une victoire? La réponse maintenant, elle est claire. Parce que dans cette administration, personne ne paie jamais le prix de ses propres erreurs, sauf les gens qui n'ont jamais eu voix au chapitre sur les décisions prises. Vous êtes venu pour un chiffre de croissance raté, vous repartez avec la preuve que ce chiffre raté n'est que le symptôme visible d'un système entier construit pour protéger ceux qui sont au sommet, quoi qu'il arrive à ceux qui sont en dessous. Ce doute que vous aviez en entendant Assad vanter le plus grand risque, c'est une victoire démocrate, ce doute avait de bonnes raisons d'exister. Parce qu'un vrai risque économique, ça se mesure en taux d'inflation, en taux de chômage, en déficit public. Ça ne se mesure pas au résultat d'un scrutin démocratique. Quand le conseiller économique en chef d'un président désigne les urnes elles-mêmes comme la principale menace pour l'économie, il ne parle plus en économiste. Il parle en homme qui sait déjà que le bilan qu'il devra présenter dans quelques mois ne tiendra pas et qui prépare, dès maintenant, le récit qui lui permettra d'en rejeter la faute sur d'autres. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Cornyn et Tillis restent 2 voix isolées face à un parti qui, dans son immense majorité, continue de couvrir chaque écart, chaque contradiction. S'ils finissent par céder, ou si Trump réussit à les écarter politiquement avant les élections de mi-mandat, comme il le laisse entendre, cette immunité fiscale à vie deviendra un fait acquis sans qu'aucun électeur n'ait eu son mot à dire. Pendant ce temps, ce sont les agriculteurs, les contribuables et les alliés de Washington qui paient la note, pendant qu'on nous parle, en haut lieu de coups durs passagers et de fonds qui protègent, soi-disant les vraies victimes. Si vous voulez qu'on continue à suivre ce bras de fer entre Cornyn, Tillis et la Maison-Blanche jusqu'à son dénouement, abonnez-vous à la chaîne parce que cette histoire-là est loin d'être terminée.